Mon fils et ma belle-fille sont partis en vacances et m'ont laissé pour m'occuper de sa mère. Ils ont dit qu'elle était dans le coma après un accident. Dès qu'ils ont franchi la porte de la maison, elle a ouvert les yeux, a saisi mon poignet et a murmuré quelque chose qui a glacé tout mon corps. Bonjour à tous, je m'appelle Simone. J'ai 67 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus terrifiante de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Merci du fond du cœur. La pluie fine d'octobre frappait les fenêtres de l'appartement à Montmartre. J'observais mon fils Julien et ma belle-fille Camille charger leurs valises dans la voiture. L'appartement sentait les médicaments et la lavande. Dans le salon, Marguerite, la mère de Camille, gisait immobile dans un lit médicalisé. Je me tenais près de la porte, ajustant mon châle gris. Mes articulations me faisaient mal, comme toujours quand il pleut. 67 ans, ça se ressent dans les os. « Maman, ce ne sont que 10 jours en Corse », dit Julien en ajustant son écharpe. « Elle ne va pas se réveiller. Les médecins ont été clairs après l'accident. » Camille s'approcha du lit de sa mère. Elle déposa un baiser sur son front, un geste mécanique, froid, dénué d'émotion. Cette femme que mon fils avait épousée restait une étrangère pour moi. Élégante, impeccable, mais froide comme le marbre. « Simone, appelez-nous si besoin », dit-elle en ajustant son manteau Burberry. Mais franchement, je doute qu'elle bouge. Les médecins disent que c'est irréversible. Quelque chose dans sa voix me dérangea. Une assurance, presque de la satisfaction. « Vous êtes certain de vouloir partir ?» demandai-je, ma voix faible. « Si sa condition empire. »« Elle ne va pas empirer, maman. » Julien m'interrompit avec irritation. « Elle est stable, elle est là, mais elle n'est plus vraiment là. Tu comprends ?» Je hochai la tête sans comprendre. Camille vérifia sa montre Cartier. « Les médicaments sont dans le tiroir de la cuisine. Posologie écrite. Suivez exactement les instructions, Simone. C'est important. »« Je suis professeure, pas infirmière. » dis-je doucement. « C'est simple. Comprimé blanc le matin, bleu le soir. Tout est marqué. » Julien m'embrassa rapidement. « On t'appelle ce soir. Repose-toi. Tu as l'air fatigué. » L'ascenseur descendit. Plus rien. Juste le tic-tac de l'horloge et la pluie. Je regardais par la fenêtre la voiture disparaître dans la rue Le Pic. Mon reflet me renvoya l'image d'une femme âgée, aux cheveux gris en chignon, aux épaules voûtées. Veuve depuis 6 ans. Édouard, emporté par un infarctus. Depuis, juste moi et Julien. Enfin, c'était ce que je croyais. Mais ces dernières années, il s'était éloigné. Les visites s'espaçaient. Et depuis son mariage avec Camille, c'était comme si j'avais perdu mon fils. Je me retournai vers l'appartement. Petit, 2 chambres, confortable. Julien et Camille avaient leur maison à Neuilly, mais venaient parfois ici. L'appartement appartenait à Julien, hérité de son père. Et maintenant, il m'avait laissé seul pour m'occuper de Marguerite. Je m'approchai du lit. Marguerite gisait immobile, yeux fermés, une femme de mon âge, 67 ans, cheveux châtains grisonnants, visage pâle, traits tirés, chemise de nuit bleue, un cathéter au bras droit. Je ne savais presque rien d'elle. Camille parlait rarement de sa mère. Elle vit seule depuis la mort de papa. Puis il y a 3 mois, l'accident, chute dans les escaliers, traumatisme crânien, hospitalisation, coma, et la voilà ici, confiée à mes soins. Je m'assis sur la chaise, fatiguée. Mes jambes me faisaient mal. Je regardais cette femme inconsciente, me demandant quelle vie elle avait vécue. « Je suis désolée, Marguerite, » murmurai-je. « Je ne sais pas comment m'occuper de vous, mais je ferai de mon mieux. » Silence, la pluie, le tic-tac. Puis quelque chose changea, un mouvement, subtil. Les doigts de Marguerite tremblèrent. Je me penchai. « Marguerite ?» Ses paupières se contractèrent. 1 fois, 2 fois. Puis lentement, ses yeux s'ouvrirent, bleus, clairs, complètement conscients. Je reculai, renversant presque la chaise. Mon Dieu! Ses yeux me fixèrent avec intensité. Sa main droite agrippa mon poignet avec une force surprenante. Elle m'attira vers elle. Ses lèvres bougèrent. Un souffle rauque sortit. « Simone. »
Sa voix était cassée. « Écoutez-moi. » Mon cœur cognait. « Marguerite, vous êtes réveillée. Je dois appeler Julien. »« Non !» Sa poigne se resserra, douloureuse, ses yeux terrifiés. « Ne les appelez pas. Surtout pas. Mais vous êtes consciente. C'est un miracle. » Elle secoua la tête, larmes coulant. « Ce n'est pas un miracle, Simone. Je ne suis pas dans le coma. Je ne l'ai jamais été. Je fais semblant. Parce que j'ai découvert quelque chose de terrible. Quelque chose sur Camille. Et sur vous. » Mon sang se glaça. « Écoutez-moi bien, » murmura-t-elle, serrant mon poignet. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ils reviendront dans 10 jours, mais Camille appellera demain soir. Si elle détecte quelque chose d'étrange dans votre voix, ils reviendront immédiatement. Mais l'accident, la chute, il n'y a pas eu d'accident, dit-elle, pleurant. Ou plutôt si, mais ce n'était pas accidentel. Je sentis mes mains trembler. Il y a 3 mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Camille, toujours distante, a commencé à me rendre visite fréquemment. Elle apportait des gâteaux, des thés spéciaux, des vitamines. J'ai commencé à me sentir étrange, trop fatiguée, confuse. J'oubliais des choses. Mon médecin disait que c'était normal pour l'âge, mais je savais que non. Sa voix tremblait. Chaque mot semblait lui coûter. Un après-midi, je me suis réveillée par terre dans ma cuisine. Je ne me souvenais pas d'être tombée. Camille m'a trouvée, a appelé l'ambulance, a joué la fille inquiète. À l'hôpital, chute accidentelle, début de démence possible. Mon Dieu! Camille a insisté pour me ramener chez elle. « Tu ne peux pas rester seule, maman. » Mais au lieu de m'emmener à Neuilly, elle m'a amenée ici. Marguerite toussa, épuisée. On m'a installée dans ce lit, infirmière le jour. Camille supervisait tous les médicaments. Pour ma récupération, disait-elle. Mais j'ai remarqué, la somnolence augmentait après les médicaments. Les heures lucides diminuaient. Elle me regarda intensément. Alors j'ai décidé de faire semblant, cracher les comprimés quand possible, cacher ma conscience. Et ça a marché. Ils ont commencé à parler librement près de moi, pensant que je n'entendais rien. Mon cœur battait à tout rompre. « Qu'ont-ils dit ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Marguerite hésita, ses yeux se remplissant de larmes. « Il y a quelque chose que vous devez savoir d'abord, Simone, sur moi et sur la vraie raison de tout ceci. » Les mots de Marguerite résonnaient dans ma tête comme des cloches d'alarme. Je restais figée, ma main toujours prisonnière de sa poigne ferme. « Je ne suis pas juste une veuve ordinaire, » murmura-t-elle, ses yeux bleus fixés sur moi. Mon mari, Henri Dubois, n'était pas qu'un simple homme d'affaires. Il était héritier d'une famille avec des propriétés historiques en Provence et à Paris. Elle toussa légèrement avant de continuer. Quand Henri est mort, il y a 5 ans, il m'a tout laissé. 680 000 € en compte bancaire, plus des biens immobiliers évalués à 2 300 000 €. Je sentis ma bouche s'assécher. Une telle somme. Camille a toujours su, mais elle n'a jamais montré d'intérêt. Jusqu'à il y a 1 an. Marguerite s'arrêta, rassemblant ses forces. Il y a 1 an, j'ai décidé de faire mon testament. Je voulais laisser la moitié à Camille, l'autre moitié aux instituts de recherche médicale en mémoire d'Henri. Je l'ai dit à Camille. Elle a souri, a dit que c'était magnifique. 2 semaines plus tard, les visites fréquentes ont commencé. Les thés, les vitamines. Mon estomac se noua. « Mais attendez, » dis-je, la voix tremblante. « Et moi, qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Marguerite serra ma main plus fort. « Vous aussi, vous avez quelque chose, Simone. Quelque chose qu'ils veulent. » Le sang quitta mon visage. Il y a 3 semaines. Tard le soir, j'ai entendu Camille et Julien parler. Ils pensaient que j'étais profondément endormie. Camille disait « Quand elle partira, tout me revient. Mais il faut résoudre le problème de Simone. Elle pourrait contester après. » Ma respiration devint difficile. « Quel problème ?» a demandé Julien. « La maison en Provence, Julien. Ta mère possède cette propriété qui vaut une fortune. Si elle commence à poser des questions sur ma mère, sur le testament, ça peut tout compliquer. » Les larmes me montèrent aux yeux. La maison. La belle maison qu'Édouard et moi avions achetée il y a 30 ans. Notre refuge. Nos souvenirs. « Il y a plus, » continua Marguerite, sa voix de plus en plus faible. « Il planifie quelque chose.
Je n'ai pas entendu tous les détails, mais ça vous concerne. Simone, ils vous ont laissé ici pour me surveiller. Et après? Après quoi? Demandai-je, sachant que je ne voulais pas entendre la réponse. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu Camille dire « La négligence est facile à prouver chez les femmes de son âge. Surtout s'il m'arrive quelque chose. Quelque chose qui semble naturel. » Je me levai brusquement, la tête qui tournait. Marchais jusqu'à la fenêtre. La pluie continuait. Paris gris, froid, indifférent, mon propre fils, mon Julien, planifiant. Quoi exactement? Simone, la voix de Marguerite me rappela. Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai découvert quelques jours avant de commencer à faire semblant. Quelque chose dans les médicaments que Camille me donnait. Ce ne sont pas que des sédatifs. Je me retournai. Que voulez-vous dire? Dans la table de nuit, tiroir du bas, il y a un petit flacon transparent. Je l'ai pris dans le sac de Camille il y a des semaines. Je ne sais pas ce que c'est. Pas d'étiquette, mais c'est ce qu'elle ajoute au comprimé. D'une main tremblante, j'ouvris le tiroir. Là, au fond, un petit flacon de verre transparent avec un liquide cristallin. Aucune étiquette, aucune identification. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, tenant le flacon à la lumière. « Je ne sais pas, mais je suis certaine que ce n'est pas un médicament légal. Vous devez découvrir, Simone, avant qu'il ne revienne. » Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de commenter d'où vous nous écoutez et de liker la vidéo. Cela m'encourage vraiment à continuer. Je regardais le flacon, puis Marguerite, puis de nouveau le flacon. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse. Que faire? Appeler la police sans preuve concrète? Dénoncer mon propre fils sur des soupçons? Marguerite, dis-je lentement, si tout ce que vous dites est vrai, nous devons agir avec prudence, intelligemment. Elle hocha la tête faiblement. Je sais. C'est pourquoi j'ai attendu. J'ai fait semblant pendant des semaines, écoutant, observant, rassemblant des informations dans ma tête. Mais seule, je ne pouvais rien faire. J'avais besoin d'une alliée. Et vous pensez que je suis cette alliée? Vous êtes la seule, Simone. Nous sommes toutes les deux dans leur ligne de mire. Toutes les deux des obstacles à éliminer. Le mot « éliminer » résonna sinistrement. Je m'assis de nouveau, le flacon serré dans ma main. D'accord? Racontez-moi tout ce que vous savez. Chaque détail. Chaque conversation entendue. Tout. Marguerite ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses souvenirs. La première conversation importante que j'ai entendue, c'était il y a environ 5 semaines. Camille était au téléphone dans la cuisine. Elle parlait bas, mais pas assez. Elle disait à quelqu'un « Oui, les transferts continuent. Encore 300 000 et tout sera liquidé. Personne ne vérifie. Elle est censée être inconsciente de toute façon. » Mon sang se glaça. « Des transferts? De votre argent? » Oui, j'en suis certaine. Mon argent disparaît pendant que je suis censée être dans le coma. Mais comment? Ils ont besoin de votre signature, de procuration. Marguerite eut un rire amer. Vous pensez que ça les arrête? La falsification, Simone, ce n'est pas si difficile de nos jours. J'avalai difficilement. Et moi? Qu'ont-ils dit exactement à mon sujet? Il y a 2 semaines, j'ai entendu Julien et Camille discuter dans la chambre. Camille disait « Ta mère doit rester ici avec ma mère jusqu'à la fin. Quand maman partira, si Simone pose des questions, nous dirons que c'était sous sa surveillance. Négligence médicale. À son âge, qui la croira? » Les larmes coulèrent sur mes joues. Mon fils, mon petit garçon que j'avais élevé seul après la mort d'Édouard. Le garçon que j'avais aimé plus que ma propre vie. « Et après ?» demandai-je, la voix brisée. Marguerite me regarda avec une tristesse infinie. Camille a dit « Après, ta mère aura un accident. Les personnes âgées tombent tout le temps, glissent dans la baignoire, tombent dans les escaliers. Personne ne questionne, et la maison en Provence devient tienne. » Je portais ma main à ma bouche pour étouffer un sanglot. « Je suis désolée, Simone, » murmura Marguerite. « Je sais à quel point c'est douloureux, ma propre fille, votre propre fils. Comment en sommes-nous arrivés là? » Nous restâmes silencieuses un moment, 2 femmes de 67 ans, trahies par ceux qu'elles avaient mis au monde. Puis quelque chose changea en moi. La douleur se transforma en quelque chose d'autre, de la colère, de la détermination.
Non, dis-je fermement, essuyant mes larmes. Non, ils ne gagneront pas. Ni vous ni moi n'allons devenir leurs victimes. Marguerite me regarda avec un mélange d'espoir et de peur. Que proposez-vous ? Je serrai le flacon dans ma main. D'abord, nous devons découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, nous rassemblons des preuves, toutes les preuves possibles, et nous les arrêtons. Mais comment ? Nous sommes 2 vieilles femmes seules ? Non, la coupai-je. Nous sommes 2 femmes intelligentes, expérimentées, qui ont survécu à bien pire dans nos vies. Et nous ne sommes pas seules. J'ai des amis, des contacts. Je pensais à Lucienne, mon amie pharmacienne à la retraite, à Pauline, l'avocate qui m'avait aidée lors de la succession d'Édouard. Mais nous devons être prudentes, continuai-je, extrêmement prudentes. Camille va appeler demain soir. Je dois paraître normale, fatiguée peut-être, mais normale, et vous devez continuer à faire semblant. Marguerite hocha la tête. D'accord, mais Simone, ils ont prévu de partir 10 jours. Ça nous laisse combien de temps ? Assez, dis-je avec une assurance que je ne ressentais pas vraiment. Ça nous laisse assez de temps. Je regardais l'horloge, 18 heures. La nuit tombait sur Paris. Reposez-vous maintenant, dis-je doucement à Marguerite. Économisez vos forces. Demain, je commence les recherches. Elle me serra la main une dernière fois. Merci, Simone. Merci de me croire. Nous allons nous sauver mutuellement, répondis-je. Ses yeux se refermèrent lentement, reprenant sa position de femme dans le coma. Je restais assise là, tenant le flacon mystérieux, écoutant la pluie. Mon fils voulait me voir disparaître. Ma belle-fille orchestrait tout, mais j'étais Simone Moreau, professeure pendant 40 ans, survivante, mère, et je n'allais pas mourir sans me battre. Le lendemain matin, je me réveillais avec un sentiment étrange, un mélange de peur et de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soleil perçait timidement à travers les nuages gris de Paris. J'avais à peine dormi, tournant et retournant dans mon esprit tout ce que Marguerite m'avait révélé. Je préparais mon café dans la petite cuisine, mes mains tremblant légèrement en tenant la tasse. Le flacon transparent était posé sur la table devant moi. Je l'avais observé une bonne partie de la nuit, ce petit objet qui contenait peut-être la clé de tout. Marguerite dormait dans le salon, ou plutôt faisait semblant de dormir. Je devais m'habituer à cette idée. Elle était consciente, elle écoutait, elle observait. Nous étions maintenant des complices dans cette mascarade terrifiante. À 9 heures, mon téléphone sonna. Mon cœur bondit. C'était Julien. « Bonjour maman ». Sa voix était détendue, presque joyeuse. Comment ça s'est passé la nuit ? Je respirais profondément, forçant ma voix à rester normale. « Bien, mon chéri. Tout est calme. Marguerite n'a pas bougé. »« Parfait. Tu as donné les médicaments ce matin ?» Je regardais le tiroir où se trouvaient les comprimés que je n'avais pas touchés. « Oui, bien sûr, comme indiqué. »« Bon, écoute, on profite vraiment de la Corse. L'hôtel est magnifique. Camille te passe. » Un bref silence, puis la voix de ma belle-fille, claire et contrôlée. « Simone, tout va bien ? Vous n'avez pas l'air trop fatiguée ? » « Je vais bien, Camille. Ne vous inquiétez pas. Les comprimés blancs le matin, les bleus le soir, vous n'oubliez pas ? » ?»« Non, je n'oublie pas. »« Parfait. Je vous rappelle ce soir vers 21 heures. Passez une bonne journée, Simone. » Elle raccrocha. Je posai le téléphone, mes mains moites. Avais-je semblé normal ? Avait-elle détecté quelque chose dans ma voix ? Je me levai et marchai jusqu'au salon. Marguerite avait les yeux ouverts, me regardant. « Ils ont appelé ?» murmura-t-elle. « Oui, je crois que j'ai réussi à paraître normale. »« Bien, maintenant, vous devez agir vite. » J'acquiesçai. J'avais déjà un plan. Lucienne, mon amie pharmacienne, habitait dans le 15e arrondissement. Je devais la voir, lui faire analyser ce flacon. Mais je ne pouvais pas laisser Marguerite seule trop longtemps. Les voisins pourraient trouver étrange que je sorte alors que j'étais censée surveiller une femme dans le coma. « Je vais sortir quelques heures, » dis-je. « Je vais voir une amie qui peut nous aider. Vous serez seule, mais... »« Je serai bien, » me coupa Marguerite. « J'ai l'habitude maintenant. Faites ce que vous devez faire. » Je me changeai rapidement, enfilant un manteau beige et une écharpe. Je pris le flacon, l'enveloppai dans un mouchoir et le glissai dans mon sac à main.
Avant de partir, je retournai vers Marguerite. « S'il se passe quoi que ce soit, si quelqu'un vient… » « Je serai inconsciente, » dit-elle avec un sourire triste. « Allez-y, Simone, le temps presse. » Je sortis de l'appartement, pris l'ascenseur, traversai le hall. Monsieur Beaumont, le concierge, me salua. « Bonjour, Madame Moreau. Vous sortez ?»« Juste quelques courses, » répondis-je en souriant. « Je reviens vite. » Dans la rue, je marchai rapidement vers le métro. Paris s'éveillait lentement ce mardi matin. Les cafés ouvraient, les gens pressés allèrent travailler. La vie normale, quotidienne. Pendant ce temps, je portais dans mon sac la preuve possible d'une tentative d'empoisonnement. Le trajet en métro me parut interminable. Ligne 2 jusqu'à Charles de Gaulle-Étoile, puis ligne 6 jusqu'à Pasteur. 25 minutes qui me semblèrent des heures. Lucienne habitait un petit appartement rue de Vaugirard. Je sonnai à l'interphone, le cœur battant. « Oui ?» Sa voix âgée mais claire. « Lucienne, c'est Simone. Je peux monter? C'est urgent. » Un silence. « Simone? Bien sûr, monte !» L'appartement de Lucienne sentait toujours le thé à la bergamote et les vieux livres. Mon amie m'attendait à la porte. Ses cheveux blancs tirés en arrière, ses lunettes sur le bout du nez. Elle avait 70 ans, mais son regard restait vif et perçant. « Simone, quelle surprise! Entre, entre, qu'est-ce qui t'amène ?» Je refermai la porte derrière moi et la suivis dans son petit salon encombré de plantes vertes et de livres de pharmacologie. « Lucienne, j'ai besoin de ton aide professionnelle. » Elle fronça les sourcils. « Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'assis sur le canapé fleuri et sortis le flacon de mon sac. « J'ai besoin que tu analyses ça. » Discrètement. Lucienne prit le flacon, le retourna dans ses mains, l'examina à la lumière. Pas d'étiquette. Liquide clair, d'où vient-il? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais c'est important. Très important. Peut-être même une question de vie ou de mort. Mon amie me regarda intensément. Nous nous connaissions depuis 35 ans. Elle savait que je n'étais pas du genre à exagérer. « D'accord, » dit-elle lentement. « J'ai un ami, Pierre, qui travaille dans un laboratoire d'analyse privé. Il me doit un service. Je peux lui demander de faire une analyse discrète. Mais ça prendra au moins 2 jours. » 2 jours. Je calculai rapidement. Nous étions mardi. Julien et Camille revenaient lundi suivant. Ça nous laissait 6 jours. 2 jours, c'est parfait, dis-je. Mais Lucienne, s'il te plaît, discrétion absolue. Tu me connais, pas un mot. Elle posa le flacon sur la table basse. Mais Simone, tu dois me dire, est-ce que tu es en danger? Je la regardai droit dans les yeux. Peut-être. Je ne sais pas encore exactement. Mais oui, je crois que je suis en danger. Lucienne prit ma main, ses doigts ridés mais chauds. Alors, tu dois faire attention, très attention. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord? D'accord. Merci, Lucienne. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est important. Je restai encore quelques minutes, buvant un thé qu'elle insista pour me préparer. Nous parlâmes de choses banales, mais mon esprit était ailleurs. Dans 2 jours, je saurais ce qu'il y avait dans ce flacon. Et alors, je pourrais commencer à construire un dossier. En rentrant, j'achetai du pain et du fromage pour donner du crédit à mon histoire de course. L'appartement était silencieux quand je revins. Marguerite était exactement comme je l'avais laissée, immobile, yeux fermés. « Marguerite ?» murmurai-je en m'approchant. Ses yeux s'ouvrirent. « Alors ?» Mon ami va faire analyser le flacon, 2 jours. Bien, et maintenant? Maintenant, je cherche d'autres preuves. Je passai l'après-midi à fouiller discrètement l'appartement. Je savais que c'était risqué, que Julien et Camille pourraient remarquer si je déplaçais des choses. Mais je n'avais pas le choix. Dans le bureau de Julien, une petite pièce qu'il utilisait quand il venait ici, je trouvais des documents dans un tiroir fermé à clé. La clé était cachée sous un pot de crayon, prévisible. À l'intérieur, des extraits bancaires. Mes mains tremblèrent en lisant. Des extraits du compte de Marguerite Dubois, des transferts. 100 000 € le 15 août, 80 000 le 2 septembre, 60 000 le 20 septembre. Tous vers un compte dont le titulaire était C. Moreau-Dubois, Camille. Total, 240 000 € transférés en 2 mois.
Je photographiais chaque page avec mon vieux téléphone portable. Les preuves s'accumulaient. Le soir venu, je préparais un dîner léger, une soupe de légumes, du pain. Je mangeais seul dans la cuisine, écoutant le silence de l'appartement. À 21h précises, mon téléphone sonna. Camille. « Bonsoir Simone, comment s'est passée la journée ?»« Bien Camille, tranquille. J'ai fait quelques courses ce matin, sinon je suis restée ici. Vous avez donné les médicaments du soir ?»« Oui, à 19h, comme indiqué. » Mensonge, je n'avais touché à aucun médicament. Parfait. Marguerite n'a montré aucun signe de changement ? Aucun. Elle est stable. Bon, nous rentrons lundi matin, encore 6 jours. Vous tenez le coup ? Oui, ne vous inquiétez pas. Après avoir raccroché, je retournai au salon. Marguerite me regardait. 6 jours, dis-je. Nous avons 6 jours pour tout découvrir et nous protéger. Qu'avez-vous trouvé aujourd'hui ? Je lui montrai les photos des extraits bancaires sur mon téléphone. Ses yeux se remplirent de larmes. 240 000 €. Mon Dieu, Simone, ils volent tout. Et ce n'est probablement qu'une partie, ajoutai-je. Il doit y avoir d'autres comptes, d'autres transferts. Marguerite ferma les yeux, épuisée émotionnellement. Ma propre fille, comment ai-je pu élever quelqu'un capable de ça ? Je m'assis près d'elle. Ne vous blâmez pas. Camille a fait ses propres choix, tout comme Julien. Nous restâmes silencieuses un moment. Marguerite, demandai-je finalement, vous avez dit que vous aviez entendu d'autres conversations. Racontez-moi tout. Chaque détail peut être important. Elle prit une profonde inspiration. Il y a environ 4 semaines, Camille parlait au téléphone. Je ne sais pas avec qui, mais ce n'était pas Julien. Elle disait « Non, pas encore. Il faut que ça ait l'air naturel, progressive. Encore 3 ou 4 semaines, puis on augmente la dose finale. Dose de quoi, je ne sais pas, mais ça m'a terrifiée. Mon estomac se serra. Dose finale. Les mots résonnaient sinistrement. Autre chose ? Oui, il y a 2 semaines, j'ai entendu Julien dire à Camille « Et pour les papiers de la maison de ma mère, tu as le notaire ?» Camille a répondu « Tout est prêt. Dès que ta mère signe la procuration, on peut tout transférer. Elle ne se doutera de rien. » Je sentis la colère monter. Une procuration. Je n'ai jamais signé de procuration. Pas encore, dit Marguerite. Mais il prévoit de vous la faire signer ou de la falsifier. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Paris scintillait dans la nuit. Quelque part là-bas, des gens vivaient leur vie normale, sans savoir que 2 vieilles femmes luttaient pour leur survie contre leurs propres enfants. Demain, dis-je avec détermination, je vais voir une avocate, une amie, Pauline Bergeron. Elle m'a aidée quand Édouard est mort. Elle saura quoi faire. Mais vous lui direz tout ? Tout. Nous avons besoin d'aide professionnelle, Marguerite. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Le lendemain matin, mercredi, j'appelai Pauline. Sa secrétaire m'informa qu'elle pouvait me recevoir l'après-midi même, à 15h. Le cabinet de Pauline se trouvait boulevard Haussmann. Je pris le métro, nerveuse, répétant dans ma tête ce que j'allais dire. Comment expliquer cette situation incroyable ? Pauline m'accueillit chaleureusement. Grande, cheveux gris coupés courts, costume strict, elle incarnait la compétence et l'autorité. Nous nous connaissions depuis 20 ans. « Simone, quel plaisir de te voir. Assieds-toi. Café. »« Non merci, Pauline. J'ai besoin de tes conseils. En tant qu'avocate. » Son expression devint sérieuse. « Je t'écoute. » Je racontai tout. L'état supposé de Marguerite, sa révélation, les conversations entendues, le flacon mystérieux en analyse, les extraits bancaires, les soupçons sur mes propres biens. Pauline prit des notes, son visage devenant de plus en plus grave. « Simone, dit-elle quand j'eus fini, ce que tu me décris est extrêmement sérieux. Si tout cela est vrai, nous parlons de tentative d'homicide, escroquerie, falsification, abus de faiblesse. Je sais. Mais comment prouver tout ça ? Les extraits bancaires sont un bon début. L'analyse du flacon sera cruciale. Mais nous avons besoin de plus, beaucoup plus. » Elle réfléchit un moment, tambourinant ses doigts sur le bureau. « Voilà ce que je te propose. Je vais contacter un détective privé, quelqu'un de fiable. Il va enquêter discrètement sur Julien et Camille, leurs finances, leurs activités. En parallèle, dès que tu as les résultats de l'analyse, tu me les apportes immédiatement.
Si ce flacon contient quelque chose d'illégal ou de dangereux, nous irons directement à la police. Et Marguerite, elle continue à faire semblant? Absolument. C'est votre meilleure carte. Tant qu'ils croient qu'elle est inconsciente et que tu ne suspectes rien, ils se sentiront en sécurité. Les gens en sécurité font des erreurs. Je me sentis un peu soulagée d'avoir une alliée professionnelle. Pauline, il y a autre chose. Ils reviennent lundi. Ça nous laisse 5 jours. 5 jours? C'est suffisant pour commencer. Mais Simone, tu dois être extrêmement prudente. Si ce que Marguerite a entendu est vrai, tu es en danger réel. Ces mots me glacèrent, même si je le savais déjà. Que dois-je faire? Continue à jouer ton rôle, réponds normalement à leurs appels, ne change rien à ton comportement, et surtout, ne te retrouve jamais seul avec eux quand ils reviendront. Comment ça? Quand ils rentreront lundi, invente une excuse. Un rendez-vous médical urgent. Une amie malade à visiter. Ne reste pas seul dans cet appartement avec eux, compris? J'acquiesçais, la gorge serrée. De retour à l'appartement, je racontais tout à Marguerite. Elle sembla soulagée elle aussi. Une avocate et un détective. Nous ne sommes plus seuls, Simone. Non, nous ne le sommes plus. Les 2 jours suivants passèrent dans une tension constante. Chaque appel de Julien ou Camille me mettait les nerfs à vif. Je devais paraître normale, fatiguée peut-être, mais pas suspicieuse. Jeudi soir, Camille appela comme d'habitude. « Simone, vous semblez essoufflée. Ça va ?» J'étais dans la salle de bain. J'ai couru pour répondre. « Ah, les médicaments. Donnez comme prévu. »« Bien. Plus que 4 jours et nous rentrons. Vous devez être fatiguée de cette surveillance. »« Un peu, oui, mais ça va. » Vendredi matin, Lucienne m'appela. « Simone, j'ai les résultats. Tu peux venir ?» Mon cœur s'emballa. « J'arrive. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans son salon. Lucienne avait le visage grave. « Simone, ce que ton ami m'a donné. Tu sais ce que c'est ? » ?»« Non, dis-moi. » »« Du propofol, hautement concentré. » Je fronçai les sourcils. « Propofol ? C'est quoi ? » ?»« Un anesthésique puissant, utilisé en milieu hospitalier pour les chirurgies, la sédation profonde. En dose contrôlée, c'est sûr, mais administré continuellement hors cadre médical, en petites doses répétées. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? » Ça provoque une sédation profonde, une perte de conscience progressive, une dépression respiratoire. Et à long terme, administré comme ça. Les mots de Lucienne résonnaient dans ma tête comme un glas. À long terme, administré comme ça peut mener à un arrêt respiratoire, qui semblerait naturel, surtout chez une personne âgée déjà affaiblie. Ça ressemblerait à... Comme si la personne ne se réveillait simplement plus. Je sentis le monde basculer autour de moi. Mon Dieu! Simone, où as-tu trouvé ça? Comment quelqu'un peut obtenir du propofol? Illégalement, marché noir, ou... Je pensais à Camille. Si on a accès à des fournisseurs hospitaliers, c'est contrôlé, mais pas impossible. Lucienne me regarda avec inquiétude. Camille travaille en administration hospitalière, n'est-ce pas? J'acquiesçais, incapable de parler. Simone, si quelqu'un utilise ça sur Marguerite, c'est une tentative d'homicide, pure et simple. Il faut aller à la police, maintenant. Je sais, j'ai une avocate, je vais la voir immédiatement. Lucienne me donna un document officiel du laboratoire confirmant l'analyse. Je le glissai dans mon sac avec des mains tremblantes. Fais attention, Simone, si ces gens sont capables de ça. Je sais. Merci, Lucienne. Pour tout. Je me précipitai au cabinet de Pauline. Elle reçut le rapport d'analyse avec gravité. C'est suffisant, dit-elle après l'avoir lu. Avec les extraits bancaires et ce rapport, nous avons assez pour une enquête préliminaire. Je contacte la police judiciaire aujourd'hui même. Mais attendez, l'interrompis-je. S'ils apprennent qu'on enquête, ils pourraient accélérer leur plan ou fuir. Pauline réfléchit. Tu as raison. Voici ce que je propose. On prépare tout en silence. Mon détective continue son enquête. Lundi, quand ils reviendront, tu ne seras pas là. Tu viendras directement ici. À ce moment-là, nous aurons rassemblé assez de preuves pour les coincer. Et Marguerite ? Elle continue à faire semblant jusqu'à lundi. Ensuite, nous la sortons de là et portons plainte. Le plan me semblait risqué, mais c'était notre meilleure option.
Le week-end passa dans une angoisse insoutenable. Samedi, Julien appela. « Maman, tout va bien ?»« Oui, mon chéri, tout est calme. »« Tu as l'air stressé. » Mon cœur bondit. C'est juste la fatigue. M'occuper de Marguerite toute seule, c'est épuisant. Encore 2 jours. Dimanche soir, on rentre à Ajaccio. Lundi matin, on prend l'avion. On sera là vers midi. D'accord, bon voyage de retour. Après avoir raccroché, je m'effondrai sur le canapé. Marguerite me regarda avec inquiétude. « Simone, ça va ?» Il rentre lundi midi. Pauline dit que je dois partir avant leur arrivée. C'est la bonne décision. Mais moi, je reste ici ? Pauline va envoyer quelqu'un, un policier en civil. Il sera là lundi matin, caché, pour vous protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent et se fassent arrêter. Marguerite ferma les yeux. Après toutes ces semaines de simulation, ça va enfin se terminer. Dimanche fut le jour le plus long. Je rangeais l'appartement, préparais mes affaires pour partir lundi matin tôt. Je prétextais à la concierge que j'avais un rendez-vous médical urgent et que des infirmiers viendraient s'occuper de Marguerite. Le soir, je m'assis une dernière fois près de Marguerite. « Vous êtes courageuse, » lui dis-je, « plus courageuse que je ne l'aurais été. Nous sommes toutes les deux courageuses, Simone. Nous avons survécu à tant de choses dans nos vies. Nous survivrons à ça aussi. Demain, quand ils arriveront et qu'ils verront la police, que pensez-vous qu'ils feront ? Ils nieront, ils accuseront, ils mentiront. Mais les preuves parleront. » Je passais ma dernière nuit dans l'appartement sans dormir, écoutant chaque bruit, sursautant au moindre craquement. Lundi matin, à 7 heures, on sonna à la porte. C'était l'inspecteur Moreau, envoyé par Pauline. Jeune, discret, en civil. « Madame Moreau, je vais rester ici. Partez maintenant, nous nous occupons du reste. » Je regardai Marguerite une dernière fois. Nos yeux se croisèrent. Un message silencieux passa entre nous. « À bientôt, » murmurai-je. « À bientôt, Simone. Et merci. » Je quittai l'appartement avec mon sac, le cœur battant. Dans le hall, Monsieur Beaumont me salua. « Déjà debout, Madame Moreau ?»« Rendez-vous médical, » dis-je en souriant. « Des infirmiers viendront pour Madame Dubois. » Dans le métro vers le cabinet de Pauline, je ne cessais de regarder mon téléphone. Chaque minute semblait durer une éternité. À 11h30, Pauline reçut un appel. Ils viennent de se garer. Ils montent. Mon estomac se noie. Dans l'appartement de Montmartre, Julien et Camille franchissaient la porte, probablement fatigués de leur voyage, pensant retrouver leur mère docile et leur belle-mère inconsciente. À midi, le téléphone de Pauline sonna à nouveau. « Oui ? Bien. Parfait. Merci, inspecteur. » Elle raccrocha et me regarda. Ils sont arrêtés, tous les deux. Je restai figé, incapable de réagir. Les mots de Pauline résonnèrent dans ma tête sans que je puisse vraiment les comprendre. « Arrêté », répétai-je comme un automate. « Mon fils est arrêté. » Pauline contourna son bureau et posa sa main sur mon épaule. « Simone, je sais que c'est difficile, mais c'était nécessaire, ils auraient continué. » Les larmes montèrent, brûlantes, incontrôlables. Toutes ces années à élever Julien seul après la mort d'Édouard. Les sacrifices, les nuits blanches quand il était malade enfant, les années de dur labeur comme professeur pour lui payer des études. Et maintenant ? Que s'est-il passé exactement ? Demandai-je d'une voix étranglée. Pauline me tendit un verre d'eau. L'inspecteur Moreau était caché dans la chambre. Quand Julien et Camille sont entrés, ils ont d'abord vérifié que Marguerite était toujours inconsciente. Puis Camille a dit quelque chose comme « Parfait, encore une semaine et on augmente la dose finale. Elle ne se réveillera plus. » Julien a répondu « Et ma mère, quand est-ce qu'on règle ça ?» Camille a dit « Jeudi, accident dans les escaliers, rapide et efficace. » Je portais ma main à ma bouche. Jeudi, dans 3 jours, j'aurais dû mourir. L'inspecteur est sorti à ce moment-là avec son badge. Il y avait 2 autres policiers en bas. Ils les ont arrêtés sur place. Et Marguerite ? En route pour l'hôpital Charles-Foy. Examen médical complet, prélèvement sanguin pour analyse toxicologique officielle. Elle va bien, Simone. Vous l'avez sauvée. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre, murmurai-je. Les jours suivants furent un tourbillon. Interrogatoires au commissariat où je dus raconter toute l'histoire. Marguerite, officiellement réveillée de son prétendu coma,
donna son témoignage détaillé. Les analyses toxicologiques confirmèrent des niveaux dangereux de propofol dans son sang. L'enquête bancaire révéla encore plus. Camille avait transféré au total 340 000 € depuis les comptes de Marguerite. Des procurations avec des signatures falsifiées furent découvertes. Des documents préparés pour la vente de ma maison en Provence avec ma signature contrefaite. Le détective de Pauline découvrit que Camille avait des dettes de jeu considérables. 160 000 € dus à un casino privé à Deauville. C'était ça, le mobile. L'argent. Toujours l'argent. Julien, confronté aux preuves, essaya d'abord de tout nier. Puis il tenta de rejeter toute la faute sur Camille. Elle m'a manipulée. Je ne savais pas ce qu'elle faisait vraiment. Mais les emails, les messages, les conversations enregistrées le condamnaient. Il savait. Il avait participé. Il avait planifié. La confrontation la plus difficile eut lieu au commissariat, 1 semaine après leur arrestation. L'inspecteur principal me demanda si je voulais voir Julien. J'hésitais longuement. « Oui, dis-je finalement. Je veux le voir. » On me conduisit dans une salle d'interrogatoire. Julien était assis, menottes au poignet, le visage gris, les traits tirés. Quand il me vit, quelque chose passa dans ses yeux. Honte? Colère? Je n'aurais su dire. « Maman !» Sa voix était rauque. Je m'assis en face de lui, les mains serrées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. « Pourquoi, Julien? Pourquoi ?» Il baissa les yeux. « Tu ne comprendrais pas. Essaie. » Un long silence. Puis, Camille avait des dettes, énormes. Il menaçait de s'en prendre à elle. Je voulais juste l'aider. En me tuant? En tuant la mère de ta femme? Ce n'était pas censé être comme ça. Il leva les yeux, presque suppliant. Au début, c'était juste l'argent de Marguerite. Camille disait qu'elle était vieille, qu'elle allait mourir bientôt de toute façon, que ça ne changeait rien d'accélérer. La nausée me submergea. Et moi? Il détourna le regard. Camille disait que tu étais seule, que tu n'avais besoin de rien, que la maison te rapportait de l'argent que tu n'utilisais même pas. Elle disait que... Que quoi, Julien? Que j'étais vieille, moi aussi? Inutile? Qu'on pouvait me jeter comme on jette un meuble encombrant? Les larmes coulèrent sur son visage. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Tu es désolée d'avoir été pris. Pas désolée de ce que tu as fait. Je me levai pour partir. À la porte, je me retournai une dernière fois. J'ai eu un fils nommé Julien. Il est mort il y a longtemps. Toi, je ne te connais pas. Je sortis sans me retourner. Les semaines suivantes furent une épreuve administrative interminable. Avocat, juge d'instruction, expertise psychiatrique, constitution de partie civile. Pauline m'accompagnait à chaque étape, ma boussole dans ce labyrinthe juridique que je ne comprenais qu'à moitié. Marguerite et moi nous voyions régulièrement. Elle logeait temporairement dans un petit hôtel près de la Bastille, en attendant de pouvoir récupérer son appartement, toujours scellé pour l'enquête. Nous prenions le thé ensemble, 2 femmes de 67 ans liées par une tragédie partagée. « Comment vous sentez-vous » lui demandai-je lors d'une de ses visites. « Vivante » répondait-elle avec un sourire triste. Pour la première fois depuis des mois, vraiment vivante, mais aussi vide. Ma fille, Simone, ma propre fille, voulait me voir morte. Je sais, mon fils aussi. Nous restions silencieuses, sirotant notre thé, unies dans notre douleur. L'enquête révélait chaque jour de nouveaux détails sordides. Camille avait commencé à droguer sa mère il y a 5 mois, pas 3. Les premières doses étaient légères, juste pour la désorienter. Puis, elle avait augmenté progressivement. La chute dans les escaliers n'avait jamais eu lieu. Camille avait simplement administré une dose massive de propofol un jour, puis appelé les urgences en prétendant avoir trouvé sa mère inconsciente après une chute. Les médecins, voyant une femme âgée inconsciente avec des antécédents de vertige inventés par Camille, avaient diagnostiqué un traumatisme crânien et un coma. Personne n'avait vérifié. Personne n'avait cherché plus loin. Le système médical nous a abandonnés, dit Marguerite amèrement. Parce que nous sommes vieilles, parce qu'un coma chez une femme de 67 ans semble normal. Elle avait raison. L'agisme,
silencieux et insidieux. 2 mois après l'arrestation, le procureur nous convoqua. Le procès aurait lieu dans 4 mois. Charge retenue contre Julien Moreau et Camille Dubois-Moreau. Tentative d'homicide avec préméditation, escroquerie en bande organisée, falsification de documents, abus de faiblesse. Les peines encourues, demandai-je. 15 à 20 ans de réclusion criminelle, répondit le procureur. 20 ans. Julien avait 42 ans. Il sortirait à 62 ans, 6 condamnés au maximum. Presque mon âge actuel. L'ironie me frappa. Il aurait volé mes dernières années, et maintenant ce seraient les siennes qui seraient volées. Durant cette période d'attente du procès, je dus faire face à ma propre famille. Mon frère Bernard, installé à Toulouse, m'appela horrifié. « Simone, j'ai vu dans les journaux, c'est vrai? Julien a vraiment... »« Oui, Bernard, c'est vrai. Mon Dieu, mon propre neveu, je n'arrive pas à y croire. » Moi non plus, mais les preuves sont là. Bernard vint me voir à Paris. Nous parlâmes longuement. Il proposa de témoigner au procès si nécessaire, de me soutenir. Sa présence me réconforta. Au moins, toute ma famille n'était pas pourrie. Les anciens collègues de l'école où j'avais enseigné pendant 40 ans me contactèrent aussi. Certains pour exprimer leur soutien, d'autres par curiosité morbide. Je distinguai vite les 2 catégories et coupai court avec la seconde. Marguerite, elle, n'avait personne. Fille unique, parents décédés, pas de frères et sœurs. Camille était tout ce qu'il lui restait. Maintenant, elle n'avait plus rien. « Vous avez moi, lui dis-je un jour. Elle me regarda, surprise. « Simone, je suis sérieuse. Nous sommes liés maintenant. Pas par le sang, mais par quelque chose de plus fort. La survie. » Elle prit ma main, les larmes aux yeux. « Merci. » 3 mois avant le procès, l'avocat de Julien me contacta. Il voulait négocier. Julien était prêt à plaider coupable en échange d'une peine réduite. « Il demande votre pardon, » dit l'avocat au téléphone. « Mon pardon ?» Je faillis rire. « Il veut que je pardonne ? Il est votre fils, Madame Moreau. Mon fils est mort. Celui qui est en prison est un étranger qui porte son nom. Il regrette sincèrement. Il regrette d'avoir été pris. Dites à votre client que je ne négocierai rien. La justice suivra son cours. » Je raccrochai, les mains tremblantes de colère. Pauline approuva ma décision. « Tu as le droit d'être inflexible, Simone. » Ils voulèrent te tuer. Camille, de son côté, tentait de rejeter toute la responsabilité sur Julien. Ses avocats construisaient une défense basée sur la manipulation et l'emprise psychologique. Elle était sous l'influence de son mari. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Mais les enquêteurs découvrirent que c'était Camille qui avait obtenu le propofol via un contact dans un hôpital où elle avait travaillé. C'était elle qui avait falsifié les signatures. C'était elle qui avait tout orchestré. Julien était complice, actif, mais Camille était la cerveau. 1 mois avant le procès, je reçus une lettre de Julien, envoyée depuis la prison de Fresnes. « Maman, je sais que tu ne veux pas me parler. Je le comprends. Mais je t'en supplie, lis cette lettre jusqu'au bout. Je ne cherche pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Chaque nuit, je me réveille en pensant à ce que nous avions prévu, à ce que j'allais te faire, ma propre mère. Camille m'a manipulée, c'est vrai, mais je me suis laissée manipuler. J'ai choisi l'argent plutôt que toi. J'ai choisi la facilité plutôt que la morale. Papa serait horrifié. Toi qui m'as élevée seule, qui as tout sacrifié pour moi, et voilà comment je t'ai remercié. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée. Même quand j'étais aveuglée par la cupidité et la bêtise. Je vais payer pour mes crimes. C'est juste. Mais s'il te plaît, ne pense pas que tout ce que nous avons vécu ensemble était faux. Ces souvenirs d'enfance, ces moments heureux, ils étaient réels. Ton fils qui t'aimait, Julien. Je pliai la lettre et la glissai dans un tiroir. Je ne répondis pas. Le procès débuta un lundi matin de janvier, 6 mois après l'arrestation. Le palais de justice de Paris était imposant, froid, intimidant. Je marchais dans ces couloirs avec Marguerite, Pauline et Bernard. Nous formions un petit groupe silencieux,
unis par l'appréhension. La salle d'audience se remplit rapidement. Journalistes, curieux, quelques anciens collègues venus me soutenir. Je m'assis au premier rang, Marguerite à ma droite, Bernard à ma gauche. Puis ils entrèrent. Julien et Camille, encadrés par des gendarmes. Julien portait un costume gris que je ne lui connaissais pas. Il avait maigri, vieilli. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Je détournai les yeux. Camille, elle, gardait la tête haute, le visage fermé. Pas un regard vers sa mère. Le président du tribunal, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs, ouvrit la séance. L'affaire Moreau-Dubois. Tentative d'homicide, escroquerie en bande organisée, falsification. Les 3 jours de procès furent éprouvants. Témoignages, expertise, reconstitution. Je dus raconter mon histoire à la barre, face à ces centaines d'yeux. Ma voix tremblait, mais je tins bon. Marguerite témoigna ensuite, décrivant les semaines de simulation, la terreur de se savoir empoisonner lentement, l'impuissance. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police dès le début ?» demanda l'avocat de Camille. « Parce que j'étais terrifiée, » répondit Marguerite calmement. « Ma fille me droguait. Si je révélais que j'étais consciente, elle aurait accéléré. Je serais morte avant que quiconque puisse m'aider. » Le toxicologue expert expliqua les effets du propofol. Administré ainsi, de manière répétée et non contrôlée, ça induit une dépression respiratoire progressive. La victime s'enfonce dans un coma de plus en plus profond, jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Ça aurait ressemblé à une mort naturelle chez une personne âgée. Combien de temps avant que Madame Dubois ne décède, si ça avait continué? 2, peut-être 3 semaines. Un murmure parcourut l'assistance. L'expert bancaire présenta les preuves des détournements. 340 000 €. Les procurations falsifiées. Les documents préparés pour vendre ma maison. L'accusé Camille Dubois a systématiquement vidé les comptes de sa mère sur une période de 5 mois. Les transferts étaient fractionnés pour ne pas éveiller de soupçons. Le 2e jour, les accusés témoignèrent. Camille monta à la barre, le visage de marbre. Elle portait un tailleur sobre, cheveux tirés en arrière, l'image de la respectabilité. « Madame Dubois, reconnaissez-vous avoir administré du propofol à votre mère ?» Je lui donnais des médicaments pour l'aider à dormir. Elle était agitée. Du propofol n'est pas un simple somnifère. C'est un anesthésique puissant. Comment vous l'êtes-vous procuré? Je ne me souviens plus. Les relevés téléphoniques montrent que vous avez contacté à plusieurs reprises M. Arnaud Petit, infirmier anesthésiste. Il a avoué vous avoir fourni le propofol contre de l'argent. Vous niez? Silence. Madame Dubois, pourquoi avoir fait ça? Pour la première fois, son masque se fissura. J'avais des dettes, beaucoup de dettes. J'allais tout perdre. Ma maison, ma vie. Je ne savais plus quoi faire. Alors vous avez décidé de tuer votre mère pour son argent? Ce n'est pas comme ça. Elle cria presque. Elle allait mourir bientôt de toute façon. Elle avait 67 ans. Qu'est-ce qu'elle allait faire de tout cet argent? Un silence horrifié tomba sur la salle. Vous pensez sérieusement que l'âge de votre mère justifiait de l'empoisonner? Le président était incrédule. Camille réalisa son erreur. Trop tard. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et Madame Simone Moreau? Elle aussi allait mourir bientôt de toute façon. Camille baissa les yeux. Pas de réponse. Julien fut interrogé ensuite. Visiblement nerveux, il évitait mon regard. « Monsieur Moreau, saviez-vous que votre épouse empoisonnait sa mère ?» Oui, mais je pensais que c'était juste pour l'endormir, pour accéder à son argent. Je ne savais pas que ça pouvait la tuer. Les messages que vous avez échangés avec votre épouse parlent clairement d'une dose finale et de régler le problème définitivement. Comment interprétez-vous ces termes? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça. Les messages sont authentifiés. Et concernant votre mère, le plan de la faire tomber dans les escaliers? Julien pâlit. C'était Camille qui en parlait, pas moi. Mais vous n'avez rien fait pour l'arrêter. Vous n'avez pas prévenu votre mère. Vous n'avez pas appelé la police. Pourquoi? Long silence. Puis, dans un souffle, parce que je voulais l'argent aussi. Au moins, il avait eu l'honnêteté de l'admettre. Le 3e jour, les plaidoiries. L'avocat de Camille tenta l'angle de la fragilité psychologique.
Ma cliente traversait une période difficile. Dettes accumulées, pression psychologique, menaces. Elle n'était pas dans son état normal. Le procureur répliqua cinglant. L'état normal d'une personne ne consiste pas à empoisonner méthodiquement sa mère pendant 5 mois et à planifier le meurtre de sa belle-mère. Nous parlons de préméditation, de calcul, de sang-froid. Pour Julien, son avocat plaida la manipulation. Mon client était sous l'emprise de son épouse. Elle l'a entraîné dans cette spirale. Monsieur Moreau a 42 ans, répondit le procureur. C'est un adulte. Il a participé activement. Il a préparé les documents. Il a planifié. La manipulation n'excuse pas le crime. Le verdict tomba un vendredi après-midi. La salle était tendue, silencieuse. Je serrai la main de Marguerite si fort que mes jointures étaient à blanche. Le président se leva. Après délibération, la Cour déclare Camille Dubois, reconnue coupable de tentative d'homicide avec préméditation sur la personne de Marguerite Dubois, escroquerie, falsification de documents, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Julien Moreau, reconnu coupable de complicité de tentative d'homicide, escroquerie, falsification, condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Un souffle parcourut la salle. 18 ans, 15 ans. Camille s'effondra sur sa chaise. Julien resta figé, le visage vide. Je ne ressentis ni joie ni satisfaction. Juste un immense vide. Marguerite pleurait silencieusement à côté de moi. Bernard m'entoura les épaules. Nous sortîmes du palais sous les flashs des photographes. Pauline nous escorta rapidement jusqu'à sa voiture. « C'est fini, dit-elle. C'est vraiment fini. » Mais était-ce vraiment fini ? Julien passerait 15 ans en prison. Il sortirait à 57 ans. Camille à 65. Des vies détruites, pour de l'argent. Dans les semaines qui suivirent, je dus reconstruire. Vendre l'appartement de Montmartre, trop chargé de mauvais souvenirs. Récupérer ma maison en Provence, que Julien avait tenté de me voler. Marguerite aussi récupéra ses biens. L'argent détourné fut saisi et lui fut restitué. Elle vendit son appartement parisien et acheta une petite maison à Aix-en-Provence, pas loin de chez moi. « On pourrait être voisines ?» m'avait-elle proposé timidement. Oui, on pourrait. 6 mois après le procès, je m'installai définitivement en Provence. La maison qu'Édouard et moi avions achetée il y a 30 ans. Les champs de lavande, le soleil, le calme. Marguerite habitait à 15 minutes. Nous nous voyions plusieurs fois par semaine. Thé, promenade, conversation. 2 femmes de 67 ans qui avaient survécu à l'impensable. « Tu ne lui rends jamais visite ?» me demanda-t-elle un jour. Je savais qu'elle parlait de Julien. « Non. Et toi, Camille ?»« Non. Elle m'a écrit. Plusieurs fois. Je n'ai jamais ouvert les lettres. Moi non plus. » Nous restions silencieuses, regardant le soleil décliner sur les collines. « Tu penses qu'on devrait leur pardonner un jour ?» demanda Marguerite. « Je ne sais pas. Le pardon est pour eux ou pour nous ? Je ne sais pas non plus. 1 an après le procès, je reçus une visite inattendue. Bernard arriva avec une jeune femme d'une 30aine d'années. « Simone, je te présente Aurélie. C'est la fille de Julien. » Je restai figée. La fille de Julien. D'une relation avant Camille. Elle a 32 ans. Elle vient de découvrir que Julien était son père grâce à un test ADN. Aurélie me regardait avec des yeux qui ressemblaient étrangement à ceux de Julien jeune. « Bonjour, Madame Moreau. Je sais que c'est étrange. J'ai appris pour le procès. J'ai lu les articles. Je voulais vous rencontrer. » J'invitai cette petite fille que je ne connaissais pas à entrer. Nous parlâmes longuement. Aurélie était professeure de mathématiques, mariée, 2 enfants. Elle n'avait jamais connu son père, élevé par sa mère seule. Quand j'ai découvert qui il était et ce qu'il avait fait, j'ai été horrifiée, dit-elle. Mais je voulais vous connaître. Vous êtes ma grand-mère. Des larmes montèrent à mes yeux. Une petite fille, 2 arrière-petits-enfants dont j'ignorais l'existence. « Tu as des photos ?» demandai-je. Elle me montra. Léa, 5 ans. Thomas, 3 ans. Magnifique. Je voudrais que vous les rencontriez, si vous voulez. Oui, murmurai-je. Oui, je veux. La semaine suivante, Aurélie revint avec ses enfants. Léa grimpa sur mes genoux, babillant sur son école.
Thomas me montra fièrement ses jouets. Je regardais ces petits visages innocents et sentis quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui était gelé depuis le procès. « Mamie Simone » cria Léa en riant. « Mamie ». Je n'avais jamais pensé qu'on m'appellerait ainsi un jour. Marguerite vint les rencontrer aussi. Les enfants l'adorèrent immédiatement. « Tu vois » dit-elle ce soir-là, alors que nous regardions les photos. « Peut-être que la vie nous donne une seconde chance, pas avec ceux qui nous ont trahis, mais avec ces nouveaux êtres qui ne portent pas le poids du passé. » 3 ans ont passé depuis le procès. Je suis maintenant installée définitivement en Provence, dans ma maison entourée de lavande. J'ai 70 ans, Marguerite aussi. Nous avons créé une routine apaisante. Le mardi, cours de peinture ensemble à Aix. Le jeudi, marché provençal. Le week-end, souvent, Aurélie et ses enfants viennent me voir. Léa a maintenant 8 ans, Thomas, 6. Ils courent dans le jardin pendant que je prépare des crêpes, exactement comme je le faisais pour Julien il y a 40 ans. La différence, c'est que maintenant, je connais la valeur de ces moments, leur fragilité, leur préciosité. Marguerite et moi avons écrit un livre ensemble sur notre expérience. Survivre à ses enfants. Un titre dur, mais véridique. Nous voulions alerter sur la vulnérabilité des personnes âgées, sur l'agisme dans le système médical, sur les signes avant-coureurs de l'abus. Le livre a été publié l'année dernière. Nous avons reçu des centaines de lettres, d'autres femmes, d'autres hommes qui avaient vécu des situations similaires ou qui avaient failli. Une lettre en particulier m'a touchée, d'une femme de 65 ans dont la fille commençait à montrer des signes inquiétants. Grâce à votre livre, j'ai compris à temps. J'ai confronté ma fille. Elle est maintenant en thérapie. Notre relation est difficile, mais au moins je suis vivante. Merci. Nous avons sauvé quelqu'un. Au moins une personne. Ça valait tout. Quant à Julien, je n'ai eu aucun contact direct avec lui en 3 ans. Mais il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre de la direction de la prison. Madame Moreau, votre fils Julien Moreau souhaiterait vous voir. Il a fait une demande de parloir. Accepteriez-vous? J'ai gardé la lettre pendant des semaines sans répondre. Marguerite me conseillait « Fais ce que ton cœur te dit, pas ton devoir, ton cœur. » Mon cœur était déchiré. Une partie de moi voulait le voir, ce fils que j'avais aimé. L'autre partie se souvenait de ces mots. Quand est-ce qu'on règle ça? En parlant de me tuer. Finalement, après 3 mois de réflexion, j'ai accepté. Le parloir de la prison de Fresnes était froid, impersonnel. Des tables en métal, des chaises inconfortables. Julien entra, escorté par un gardien. Il avait encore maigri, cheveux grisonnants maintenant, rides profondes autour des yeux. Nous nous assîmes face à face. Un long silence. « Maman », sa voix était cassée. « Merci d'être venue. Comment vas-tu ? Aussi bien que possible. Je travaille à la bibliothèque de la prison. Je lis beaucoup. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée là. Et tu comprends ? Un peu ? J'étais faible, cupide, aveuglée. Camille n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà en moi. Je hochais la tête. Au moins, il ne rejetait plus toute la faute. « J'ai appris pour Aurélie, dit-il, qu'elle t'a retrouvée. Oui, elle est merveilleuse. Ses enfants aussi. » Quelque chose passa dans ses yeux. Regret? Jalousie? J'aimerais les connaître un jour. Peut-être, quand ils seront assez grands pour comprendre. Nouveau silence. « Maman, je sais que je ne mérite rien de toi, mais je voulais te dire, chaque jour, je pense à ce que j'ai failli faire, à ce que je t'ai fait vivre, et je suis horrifiée par moi-même. » Est-ce suffisant? L'horreur? Non, rien n'est suffisant. Mais c'est tout ce que j'ai. Ça et le temps pour y réfléchir. Encore 12 ans. Je le regardais, cet homme qui était mon fils. 45 ans maintenant. La moitié de sa vie devant lui si on compte bien. 15 ans de prison. Puis quoi? Un retour à quoi? Tu vas t'en sortir, Julien. Tu vas purger ta peine. Tu vas sortir. Tu vas avoir une chance de reconstruire quelque chose. Marguerite et moi, on a failli ne pas avoir cette chance. Je sais. Est-ce que tu me demandes pardon? Il me regarda dans les yeux. Non, parce que je n'ai pas le droit. Le pardon, c'est quelque chose qu'on donne, pas quelque chose qu'on demande.
et je ne mérite pas que tu me le donnes. Première chose intelligente qu'il disait. Peut-être qu'un jour, dis-je lentement, je pourrai te pardonner. Pas pour toi, pour moi, pour ne plus porter cette colère. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je comprends. Je me levai pour partir. À la porte, je me retournai. Au revoir, Julien. Au revoir, maman. Je ne sais pas si je retournerai le voir. Peut-être. Peut-être pas. C'est mon choix maintenant. Ma décision. Mon pouvoir. En sortant de la prison, je respirais l'air frais de novembre. Paris était grise, mais belle. La vie continuait. Je pris le train de retour vers la Provence, vers ma maison, vers Marguerite qui m'attendait pour notre cours de peinture du lendemain, vers Aurélie qui amenait les enfants ce week-end, vers ma vie, celle que j'avais failli perdre, celle que j'avais sauvée. En arrivant chez moi, je trouvais Marguerite sur ma terrasse, un thé à la main, regardant le coucher de soleil sur les champs de lavande. « Alors » demanda-t-elle. « Alors, je l'ai vue. On a parlé. Ça reste compliqué. » « Ça restera toujours compliqué. » Je m'assis à côté d'elle. Le soleil descendait, peignant le ciel de rose et d'or. « Tu sais, » dis-je après un moment, « si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je serais ici, avec toi, vivant ma meilleure vie à 70 ans, je ne l'aurais pas cru. »« Moi non plus, » sourit Marguerite. « On devait être morte, tu te souviens ? » Comment oublier ? Nous restâmes silencieuses, regardant la nuit tomber. « Simone ? Oui ? Merci, pour m'avoir cru, pour m'avoir sauvée. C'est toi qui m'as sauvée. Marguerite. On s'est sauvés l'une l'autre. » Elle prit ma main. 2 femmes de 70 ans, 2 survivantes, 2 amies. « À quoi on trinque ?» demanda Marguerite en levant sa tasse de thé. « À la vie, » répondis-je en levant la mienne. « À notre vie, celle qu'on a choisie, celle qu'on mérite. » Nos tasses tintèrent doucement dans le crépuscule provençal. La vie continuait. Et nous aussi. Merci infiniment à tous ceux qui ont écouté cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de prendre soin des personnes âgées autour de vous. Parfois, un simple coup de fil, une simple visite, peut sauver une vie.